Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans Bienvenue en Ile-de-France, émission spéciale 8 mai. Aujourd'hui, vous le savez, cette année marque le 80e anniversaire de la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie. Il y a 80 ans, jour pour jour, le 8 mai 1945, le maréchal Keitel signait officiellement à Berlin l'acte de capitulation de l'Allemagne, date éminemment symbolique, date que nous commémorons tout particulièrement dans notre région en Ile-de-France. De nombreuses cérémonies d'hommage étaient organisées tout au long de la journée. Nous en parlerons avec mes invités. Nous reviendrons également sur l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, sur l'héritage de la résistance, sur le devoir de mémoire également. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Est-il menacé? On en parle tout de suite après le générique. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir non pas 4 mais 5 invités aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à tous les 5. Nous sommes avec Éric Branca. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, auteur. Votre dernier livre, le voici, 300 jours, 13 juillet, 9 mai 1945, 10 mois pour en finir avec Hitler. C'est publié aux éditions Perrin. Nicolas Bernard, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes avocat, historien, auteur d'un certain nombre de livres également sur la Seconde Guerre mondiale, la guerre germano-soviétique, la guerre du Pacifique et également Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944, paru chez Talandier. Soyez le bienvenu. Marie de Wavrin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes petite fille du résistant André de Wavrin, résistant qui a marqué par son empreinte et qui était appelé d'ailleurs le colonel Passy. Et nous parlerons également de son témoignage, de son héritage. Et puis nous sommes également en visio avec Xavier Hommage. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes archiviste au musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne et on est très heureux de vous avoir justement pour parler là aussi de cet héritage qui s'exprime évidemment en bonne partie dans les archives. Et puis j'ai le plaisir également d'accueillir Luc-Antoine Lenoir. Bonjour Luc. Bonjour. Journaliste au Figaro hors série et au Figaro Histoire. Alors nous avons l'habitude évidemment de consacrer des émissions chaque année sur ces commémorations du 8 mai, date à laquelle la Seconde Guerre mondiale prend officiellement fin. Paris est déjà libéré à cette date depuis quelques mois, on va en parler. Cette année encore, en tous les cas, des cérémonies d'hommage sont nombreuses, particulièrement en Ile-de-France, dans tout le pays également, avec une résonance particulière justement à l'occasion du 80e anniversaire de la libération. 80 ans, c'est loin et on va se demander justement si ce devoir de mémoire est toujours aussi fort, notamment pour les nouvelles générations. Alors, vous n'êtes pas forcément particulièrement représentatif de la population, vous êtes chacun journaliste, historien, vous avez été touché particulièrement de près ou de loin par l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, mais je voudrais quand même vous demander tout simplement, pour commencer, ce que signifie cette date du 8 mai pour vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je veux peut-être qu'on commence par vous, Éric Branca. Mais moi, je dirais que la mémoire n'est pas l'histoire, et que la mémoire est nécessaire, mais que l'histoire est au-dessus de la mémoire. Et donc, suivant la période à laquelle on se place, la mémoire n'est pas la même. En 1945, la grande majorité des Français, des Européens, pensaient que c'était les Soviétiques qui avaient gagné la guerre. Et de fait, les chiffres étaient là. Et puis ensuite, il y a eu la révélation des crimes de Staline, la libération de l'Europe de l'Est qui s'est transformée en occupation. Et les choses ont beaucoup évolué maintenant. Quand vous regardez les sondages, c'est évidemment pour tout le monde les Américains qui ont gagné la guerre. Donc l'histoire est complexe, elle ne se résume pas à des sentiments, et c'est pour ça que je dis que la mémoire n'est pas l'histoire. Alors là, la mémoire, elle est, si j'ose dire, commémorée de façon très correcte, très convenable, mais il faut toujours en revenir à l'histoire. Nicolas Bernard, devoir de mémoire, devoir d'histoire, c'est à ça que vous pensez lorsque l'on évoque la date très symbolique évidemment du 8 mai 1945 ? C'est effectivement cette notion de devoir de mémoire, une notion qui suscite de ma part certaines réserves, certaines critiques, dans la mesure où, comme l'a dit Éric Branca, ce qui compte, c'est le devoir d'histoire, devoir d'établissement des faits à partir des sources existantes, notamment les archives, mais également les témoignages, et de manière à donner sens, à essayer d'expliquer ce qui a pu se passer à une période donnée, notamment le 8 mai. Que symbolise le 8 mai? En l'occurrence, c'est effectivement la fin de la Seconde Guerre mondiale, peut-être le début d'une nouvelle ère en Europe, mais toujours est-il que le 8 mai 1945 a donné lieu à des significations différentes selon les pays, selon les mémoires, selon les chronologies. Et on va en parler. Marie de Wavrin, pour vous, j'imagine que lorsque l'on parle de la libération, lorsque l'on parle du 8 mai 1945, c'est évidemment quelque chose de particulièrement émouvant pour la petite fille de résistant que vous êtes.
Oui, effectivement, moi j'ai eu la chance de très bien connaître mon grand-père, le colonel Passy, donc André de Wavrin, qui a donc créé les services de renseignement de la France libre le 1er juillet 1940. Donc moi j'ai toujours entendu parler évidemment de cette période avec beaucoup d'émotion. C'est très inspirant pour moi et aujourd'hui je pense que ce qui est très important, c'est d'inspirer les nouvelles générations autour de valeurs d'engagement, de courage, de combativité. Donc ça c'est des sujets moi qui me portent énormément. C'est une date qu'il vivait particulièrement intensément, le 8 mai. Mon grand-père, je pense que ce qui est important de se dire, c'est que tous ces résistants qui se sont engagés à la première heure et qui n'étaient pas des professionnels, qui étaient vraiment des amateurs, ils ont, par leur travail remarquable, par tous les réseaux qu'ils ont constitués sur le territoire national, ils ont quelque part contribué au fait que la France a pu être présente le 8 mai 1945. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler, puisque le chef des services secrets américain, William Donovan, disait que 80% des renseignements ayant servi au débarquement provenaient de ce service de renseignement, le BCRA, donc comme je disais, créé par des amateurs. Et c'est là qu'on voit effectivement l'héritage de la résistance, et notamment de votre grand-père, et on va y revenir évidemment. Et des 80 000 agents du BCRA, puisqu'ils étaient 80 000 Absolument. Luc-Antoine, lorsque l'on parle du 8 mai, c'est vraiment cette date-là que l'on retient. Vous sentez que c'est ça qui parle aux gens? Il faudrait quand même, alors, effectivement, comme vous l'avez dit, on est, je pense, un peu tous passionnés d'histoire par voilà, notre métier ou bien notre héritage familial, etc. Il faudrait quand même aller dans la rue pour voir. J'ai quand même quelques doutes sur ce que devient l'attention et le souvenir du 8 mai. D'ailleurs, on va sans doute y revenir, mais ça n'a pas été une date qui a été toujours fériée en France. Oui, effectivement. De Gaulle l'a défériérisée. Sous Giscard, ça s'est poursuivi. Il voulait même plus faire de commémoration officielle, présidentielle, parce qu'il fallait passer à autre chose avec l'Allemagne, etc. C'est à partir de Mitterrand que c'est redevenu un jour férié et que maintenant ça l'est, on imagine pour de bon, quoique tout peut changer. Mais pour la signification populaire, etc., il y a quand même une érosion de la mémoire, quoi qu'on en pense. Peut-être parce que l'histoire, justement, doit refaire son travail et doit remettre des choses en avant. Je crois que c'est une énorme erreur parce que le 8 mai 45, c'est la fin de tout ce système, toute cette horreur de guerre, etc. Mais c'est la fondation du monde moderne. Oui, c'est la fin officielle de la guerre, mais les tensions, en tous les cas en Europe, d'ailleurs dans le monde entier, ne sont pas tout à fait terminées. Évidemment, jamais. Alors d'abord, c'est pas la fin, c'est ce que les Américains appellent le VID, la victoire en Europe, mais la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le 2 septembre 1945, c'est bien plus tard. Et en fait, c'est quand même c'est là où l'affrontement, comme disait Éric Branca, va se cristalliser. Les blocs vont se constituer, etc., avec chacun leurs forces, leurs faiblesses. Mais ça a déterminé notre monde pendant 80 ans. Alors aujourd'hui, particulièrement depuis l'élection de Trump, le monde est en train de se redessiner, idéologiquement et même territorialement, etc. Mais ça a structuré tout ça. Et pour comprendre la situation actuelle, le 8 mai 45 est le grand point de départ. Et ça, on a tendance peut-être à l'oublier. Et pour comprendre la situation actuelle, évidemment, et celle du 8 mai 1945, on se penche évidemment vers les archives. Xavier Hommage, archiviste au musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne. Cette date du 8 mai, c'est évidemment un moment sur lequel vous avez particulièrement travaillé, sur lequel les archives sont foisonnantes. Alors, moi, je vais apporter mon regard d'historien, archiviste et médiateur au musée de la Résistance. Alors, pour moi, la date du 8 mai, et on reçoit chaque jour de très nombreux scolaires, c'est avant tout l'espoir. Comment imaginer, en juin 40, que 4 ans plus tard, Paris sera libéré? Comment imaginer que les femmes pourront voter en 45? Comment imaginer le rapprochement franco-allemand de Gaulle-Adenauer dans les années 60? En juin 40, c'est extrêmement compliqué. Il faut des De Gaulle, des premiers résistants qui ont cette vision et qui ont cet espoir, savent qu'ils vont agir pour essayer de retrouver cette république, cette fraternité, etc. Donc, le mot espoir, on s'en sert ici comme d'un outil. Donc, le 8 mai, quand on procède notamment aux visites avec des classes, on reçoit notamment des classes du dispositif thérapeutique éducatif et pédagogique, d'ITEP, donc des enfants parfois en très grande difficulté, ou même des jeunes en suivi judiciaire, des 13-18, donc sur des ateliers autour de la citoyenneté, on leur donne cette notion d'espoir, que tout n'est pas perdu et que dans certaines circonstances, alors que tous les curseurs sont au rouge, l'action peut parfois permettre d'aller
au-delà de ce qui paraît impossible. Donc pour moi, le 8 mai, c'est avant tout cette notion d'espoir et qui animait les premiers résistants et qui ont ensuite mobilisé derrière eux des forces pour arriver à la victoire. Et s'il y a bien un homme à qui cette notion d'espoir parlait tout particulièrement, c'est bien votre grand-père, Marie de Wavrin, André donc de Wavrin, qui donc était entré en résistance très rapidement après le début de la guerre. Il a joué un rôle central et vous avez commencé à l'évoquer. Il n'était pas seul, bien évidemment, une poignée d'hommes avec lui également qui sont partis à Londres pour venir prêter main forte, pour rejoindre le général de Gaulle. Racontez-nous son histoire, racontez-nous ce qu'il justement vous a raconté de son vivant. Il m'a raconté à maintes reprises sa première visite avec le général de Gaulle le 1er juillet 1940 au quartier général de la France libre, avec cette rencontre un peu mythique de général de Gaulle qui lui demande son âge, ses diplômes. Il avait 29 ans, il avait fait l'école polytechnique et le général de Gaulle lui dit « Très bien, vous serez chef de mon 2e bureau ». Et il lui fait confiance tout de suite. Voilà. Et mon grand-père n'avait aucune idée de ce que c'était qu'un 2e bureau, un service de renseignement. Et il lui a dit « Écoutez, laissez-moi réfléchir 24 heures, mais a priori, il me faudrait quand même des hommes, des moyens de transmission et de l'argent ». Et le général de Gaulle lui a dit « Écoutez, de l'argent, j'en ai pas, des moyens de transmission, j'en ai pas, et des hommes, vous allez aller en trouver dans les rues de Londres ». Donc voilà, ça a démarré comme ça, et c'est vrai que c'est assez fascinant de se dire que finalement il a réussi à constituer une équipe. Il a travaillé beaucoup avec tous les résistants qu'on connaît aujourd'hui, Pierre Brossolette, Jean Moulin, et évidemment tous les autres, les Beresnikov. Ils ont tous pris des noms de stations de métro. Enfin, beaucoup ont pris des noms de stations de métro, ce qui montre effectivement qu'ils se disaient qu'ils n'allaient pas quand même garder leur nom, parce que quand même, quand on fait du renseignement, il faut quand même être un petit peu clandestin. Mais c'est vrai que c'est amusant cette anecdote. Comment est-ce qu'il a justement obtenu la confiance du général de Gaulle comme ça aussi rapidement? Il vous a raconté cela? Je pense que ça a été vraiment, il était là le bon jour au bon moment, et je pense qu'il y a eu sans doute une affinité. De Gaulle a dû percevoir qu'il avait des qualités, j'imagine. En tout cas, ses qualités d'organisateur ont été largement saluées par tous ceux qui ont pu analyser son travail par la suite. Nicolas Bernard, c'est grâce à ces hommes de la résistance notamment, que justement cette résistance a pu s'organiser, a pu se mettre en place des actions, puis ensuite peser sur le cours de l'histoire. C'est effectivement la résistance qui, comme vous l'avez dit, permet à la France déjà de sauver son honneur et de se retrouver à la table des vainqueurs le 8 mai 1945. Sachant que la résistance en 1940, ce sont des résistances, ce n'est pas un mouvement unifié. L'unification va s'étendre sur des années, elle sera concrétisée en 1943, 1944. Cette résistance va jouer un rôle dans la préservation de la dignité de la France qui est tout sauf anodin. Le rôle militaire de la résistance est plus controversé, mais il faut vraiment apprécier la résistance dans sa globalité. La résistance, c'est une succession d'actes, c'est sauver des juifs, c'est monter un réseau, c'est espionner, c'est saboter, c'est prendre le maquis. C'est également rejoindre le général de Gaulle à Londres en 1940, alors que rien, rigoureusement rien, ne permet d'imaginer le 8 mai 1945, ne permet de concevoir que l'Allemagne nazie, qui domine à ce moment-là le continent européen, va finir par perdre la guerre. Et on en est effectivement à ce moment-là extrêmement loin. Xavier Hommage, la mémoire justement de ces héros de la résistance, elle est rendue possible par des témoignages comme celui-ci, comme celui de Marie de Wavrin, par également des archives. Elles sont nombreuses sur le sujet. Que disent-elles justement sur la manière dont s'est organisée la résistance effectivement dès la fin de l'année 1940 ? Alors, nous conservons un des fonds les plus importants sur la résistance et la mémoire de la résistance également. D'ailleurs, j'en profite au passage pour signaler que nos instruments de recherche vont être mis en ligne ont commencé d'ailleurs à être mis en ligne sur France Archives. Alors, au musée, on a bien sûr des archives liées à l'occupation, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la résistance a quand même laissé un certain nombre de traces, notamment à travers la presse clandestine, les rapports également, on a un certain nombre de rapports d'action de la résistance, et puis bien sûr la mémoire. Alors, concernant la mémoire, on est dans une période très spécifique, avec une exceptionnelle patrimonialisation de l'histoire immédiate qui va cristalliser en fait la mémoire autour de quelques éléments, notamment la figure du maquisard.
dès d'ailleurs le mois de septembre 1944, et ça c'est unique dans l'histoire de France, on a des expositions qui vont fleurir un peu partout en France, notamment à Paris, au musée Carnavalet, dès novembre 1944. Également en février, les FFI vers l'armée nouvelle. Donc on va montrer aux Français une image de la clandestinité, l'image qu'ils n'ont pu avoir sous les yeux pour la plupart pendant l'occupation. On va faire œuvre de pédagogie, mais bien sûr avec le parti pris de l'époque, et puis également une vision très particulière suivant les organisations. Mais ce qui fait la spécificité vraiment de cette période, c'est d'avoir commencé à forger cette mémoire, non seulement pendant l'occupation, mais dès la libération. Et quand on parle d'archives, justement, je voudrais quand même qu'on voit l'une d'entre elles, très importante, cette une du Figaro de l'époque, 8 mai 1945. L'Allemagne a capitulé, la victoire sera proclamée aujourd'hui à 15h dans les capitales alliées. Luc-Antoine, c'est peut-être l'une des unes les plus importantes de l'histoire de notre journal. Ah oui, très certainement, oui, bien sûr. D'ailleurs, ils le disent. Hein. Certains des éditos qui sont là disent voici que nous sommes en train de titrer, de vivre des journées les plus importantes de l'histoire universelle. Je ne sais plus qui écrit ça. Il y a tout à gauche, vous avez là une colonne avec François Mauriac. Tout à droite, vous avez Vladimir d'Ormesson qui, alors c'est intéressant sur ce que M. Branca dit, sur l'affrontement des blocs qui commence dès ce moment-là. Vladimir d'Ormesson dit voilà, merci et une pensée pour Roosevelt, parce qu'il était décédé, sans qui cette journée n'aurait pas été possible, etc. Alors on se garde bien d'évoquer Staline au Figaro, vous voyez. On est déjà dans une histoire de bloc, etc. Mais c'est vrai que pour l'ensemble de la presse française, quels que soient les courants éditoriaux, ce sont des unes qui marquent à jamais. Et comme nous, on a la chance de faire partie d'un journal qui est toujours là depuis bientôt 200 ans, eh ben, on a encore cette belle une qui effectivement est une de nos plus importantes. Même si la maquette, évidemment, a bien changé. Vous parlez de 200 ans, ce sera dans quelques mois, Luc-Antoine, que nous aurons la joie de fêter cela. Éric Branca, justement, sur ces quelques mots de Luc-Antoine, je crois que vous vouliez réagir. Oui, je voulais citer un nom important, qui est tellement évident qu'on ne le cite pas, et tout le monde y pense, c'est celui de Jean Moulin. Parce que sans Jean Moulin, grand héros de la résistance, de la résistance n'aurait pas été faite. Il y a une unité dans le combat, dans la lutte, mais, comme disait Malraux, c'était un désordre de courage avant Jean Moulin. Et Jean Moulin était le Carnot de la résistance. C'est lui qui a uni tous les mouvements, depuis la gauche trotskiste jusqu'à la droite monarchiste. C'était l'un des plus grands bras droits du général de Gaulle. Pardon ? C'était l'un des plus grands bras droits du général de Gaulle. Ah, mais c'était, bien sûr, c'était le Carnot de la résistance. Vous avez beaucoup travaillé, justement, Éric Branca, sur la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans votre dernier livre. Et vous rappelez que à cette date, avant cette date symbolique du 8 mai 1945, avant cet armistice, en réalité, les Alliés ont eu bien de la peine à venir à bout de l'armée allemande. En tout cas, ils ont eu beaucoup plus de mal que ce qu'ils avaient imaginé, et ça, vous le rappelez dans votre livre. Oui, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu le débarquement qui était un formidable succès. Il y a eu ensuite la percée d'Avranches qui a réglé les choses pour un bon moment. Et puis, il y a eu plusieurs arrêts, 2 arrêts importants aux Pays-Bas. L'offensive Montgomery, qui était une folie, hein, on peut le dire, parce que Montgomery avait l'obsession d'arriver à Berlin avant les Russes, et donc à foncer sur le Rhin pour passer le Rhin. Vous savez, c'est le film Un pont trop loin. Et ça a abouti non seulement à une défaite terrible qui a retardé la libération de plusieurs mois, mais surtout, on en parle rarement, à une des dernières famines de l'histoire contemporaine de l'Europe. Nicolas Bernard, en réalité, cette libération, elle a été beaucoup plus difficile à obtenir que ce que nous avions imaginé. Les 300 derniers jours de la Seconde Guerre mondiale en Europe sont parmi les plus sanglants qui soient. On présente toujours la libération comme une espèce de flux d'enthousiasme. Oui, on imagine des scènes de joie, des scènes de liesse. Mais en réalité, oui, liesse il y a eu. Mais à l'Ouest, les armées occidentales ont tout de même rencontré de sérieuses difficultés. Elles ont même été bousculées en décembre 1944 par une contre-offensive d'Adolf Hitler dans les Ardennes. À l'Est, la Wehrmacht, qui consacrait 4/5 de ses effectifs contre l'armée rouge, a également subi des pertes terribles. Ça se chiffre en centaines de milliers de morts, sans parler des blessés, des prisonniers de guerre. Et l'année 1944-1945
Donc les derniers mois du Troisième Reich sont effectivement les plus durs qui soient. Et si Hitler était mort dans l'attentat du 20 juillet 1944, on aurait peut-être pu éviter ces centaines de milliers de morts. Peut-être que l'Allemagne se serait effondrée comme un château de cartes. Luc-Antoine Lenoir. Oui, ce que je voulais juste ajouter, c'est effectivement, c'est vrai que je pense qu'on tend à minimiser, après le coup de force énorme du débarquement en Normandie, cette épreuve, et notamment il y a deux aspects, il y a deux choses qu'on essaye de souligner souvent quand on écrit là-dessus, c'est que d'abord, les Alliés avaient assez peur, malgré les renseignements, des fusées V1 et V2, surtout des Allemands. Ils ne savaient pas exactement quel était le niveau de développement, mais la propagande allemande promettait de tout détruire sur son passage, en fait que c'était des mini-bombes nucléaires, ce que ça n'était pas en réalité. Mais donc il y avait une peur tactique des Alliés, et je rappelle aussi que la poche de Lorient, par exemple, comme d'autres poches en France, sera libérée le 10 mai 1945. Donc bien plus tard, en réalité... Les Allemands sont restés en France et à tenir des territoires jusqu'à 2 jours après l'acte de capitulation. Vous voyez, donc en fait, vu de maintenant, on a du mal à remettre ces choses-là dans ce contexte. Nicolas Bernard, il y a 2 fronts, clairement, qui vont rapidement se former. Donc ce front à l'ouest, avec effectivement les Américains notamment. Ils ne sont pas tout seuls. Et puis le front également à l'ouest. Vous avez d'ailleurs consacré un livre, La guerre germano-soviétique. C'est un front qui est extrêmement important. Éric Branca a rappelé qu'en réalité, eh bien, il a été beaucoup plus meurtrier que le front de l'ouest. C'est la guerre germano-soviétique pulvérise tous les records de barbarie. Vous avez quand même 27 millions de soviétiques qui sont morts pendant cette guerre. Et l'URSS s'est d'ailleurs bien gardé d'avancer ce chiffre qui, s'il l'avait fait, aurait révélé à quel point l'URSS était en position de faiblesse en 1945. Et du reste, il n'y a pas de quoi se vanter d'avoir perdu 27 millions de civils et de soldats quand on est stalinien. Au contraire, il fallait faire croire que l'URSS avait su contenir dès le départ l'avance allemande. Mais c'est également à l'Est que s'est joué en grande partie l'avenir du Troisième Reich, puisqu'il y consacrait la majeure partie de sa machine de guerre. Les 4/5 de l'infanterie allemande et des panzers se situaient à l'Est pour tenter de conquérir d'abord l'espace vital soviétique, puis ensuite tenter de repousser le plus possible l'armée rouge, mais sans succès. Éric Branca. Oui, c'est absolument fondamental ce que vous dites, parce que l'opération Bagration, qui est donc l'opération qui permet de libérer l'Ukraine, la Biélorussie, etc., ça se fait en 3 semaines. C'est une sorte de Barbarossa à l'envers. Ça mobilise 2 millions de soldats soviétiques sur un front qui va de la Baltique jusqu'aux Carpates. C'est considérable. Oui. Et ça va réellement casser les reins de l'armée allemande de telle sorte qu'elle ne pourra plus jamais recréer un front stable après cette offensive Bagration, qui se termine en août. Et quand l'offensive soviétique va reprendre en janvier, il n'y aura plus rien devant. Marie de Wavrin, c'est vraiment un point fondamental. Quand on parle de tout cela, Marie de Wavrin, j'imagine que des témoignages, vous en avez entendu énormément, que ce soit de votre grand-père, mais également peut-être de ses compagnons. Qu'est-ce que vous avez en tête, qu'est-ce que vous en retenez justement par rapport à tout ce qui s'est passé dans ces années 1944-1945 qui nous ont amenés justement au 8 mai ? Je pense effectivement, si on revient sur le rôle de la résistance, effectivement, qui a préparé le débarquement, qui a conduit au 8 mai 1945, il y a tout ce travail effectivement de l'ombre de tous ces gens pendant cette période de la guerre. Et vous parliez de Jean Moulin, bien sûr, et de l'unification de la résistance. Il y a cette mission que je voudrais évoquer, qui a été faite par Passy et Brossolette, la mission Arquebus-Brumaire en 1943, pour unifier la résistance en zone nord et préparer le débarquement. Et justement, tous les contacts qui ont été pris en zone nord à cette période ont permis, le moment venu, le jour du débarquement, de retarder de 48 heures les Panzerdivisions allemandes en déclenchant des opérations de sabotage le même jour, à la même heure. Et tous ces contacts, toute cette préparation, elle a eu lieu notamment pour la zone nord pendant cette mission Arquebus. Moi, j'ai souvent entendu parler de toute cette mission et je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler qu'effectivement, on peut à tout moment agir, ne pas subir et se battre pour des valeurs. Et effectivement, et ce sont autant de combats qui nous ont permis d'aboutir quelques mois avant le 8 mai 1945 à la libération de Paris, et puis ensuite effectivement à la libération de tout le pays. Luc-Antoine, sur cette date du 8 mai, parce que là aussi c'est quand même important, l'imaginaire collectif retient le 8 mai 1945, en réalité il y a eu 2 armistices, oui. Et l'une a été signée la veille à Reims, et celle du 8 mai 1945 à Berlin. Oui, en fait, alors sur le front de l'Ouest, les armées allemandes, alors donc
consécutivement surtout à l'opération Bagration, qui ensuite entraîne une redistribution des forces allemandes, puisque le front s'est effondré à l'Est. Eh bien, vous avez des troupes américaines, anglaises et canadiennes, qui avancent du coup très vite, d'un coup, à l'ouest. Et donc là, les maréchaux allemands prennent la décision, après le suicide de Hitler, etc., de faire une capitulation. Elle est enregistrée à Reims au QG d'Eisenhower, sauf que les Russes et les troupes de Staline sont en vue, maîtrisent Berlin, etc., et refusent absolument que tout ça se passe sur le territoire français, Oui. sans eux, avec un maréchal qui n'était pas autorisé pour l'Union soviétique à signer, etc. Et c'est là donc, que Staline va demander expressément... Voilà, il demande expressément à ce qu'on re-signe la capitulation à Berlin, au cœur du Reich. Il y aura donc 2 documents en réalité. Il y a 2 documents, et c'est en plus pour ça, ce décalage de 24 heures, qui fait que l'URSS retiendra la date du 9 mai, puisque ça a été signé le lendemain, donc le 8 mai très tard, vers 23 heures, et la Russie, l'URSS, avait 2 heures de décalage, donc pour eux, 9 mai à 1 heure du matin. Et donc, c'est pour ça que dans le bloc de l'Est, ce sera le 9 mai et à l'Ouest, le 8 mai. Nicolas Bernard, est-ce que ça veut dire que Staline, d'une certaine manière, s'est imposé dans les négociations qui ont abouti à l'armistice ? Il se méfiait des Alliés, profondément. Il redoutait que les Alliés ne signent avec l'Allemagne nazie une paix séparée. Et d'ailleurs, c'est tout le calcul des derniers dirigeants du Troisième Reich. Même après la mort de Hitler, il y a cette obsession chez les nazis de se rallier l'Ouest pour lutter contre le judéo-bolchevisme, c'est-à-dire l'URSS, dans leur imaginaire. Et Staline est totalement paranoïaque à cette idée-là, si bien qu'il impose la présence d'émissaires soviétiques, de généraux soviétiques au sein du quartier général allié. Et c'est pourquoi d'ailleurs un général soviétique va signer à Reims le 7 mai 1945 l'acte de capitulation de sa propre initiative. Parce qu'à ce moment-là, Moscou s'est bien gardé de le prévenir sur quoi faire vis-à-vis de cet acte de capitulation. Mais justement, Staline ne veut absolument pas d'une capitulation à la soviète, celle du 7 mai 1945. Il tient à rappeler qu'il est l'un des principaux, sinon le principal vainqueur de cette guerre, et il va imposer un acte de capitulation, où ça, à Berlin, qui est à la fois le symbole de sa dernière grande victoire en Europe, mais également le symbole de ce qu'était l'Empire nazi. Berlin, c'était le cœur de l'Empire national-socialiste, c'était l'objectif que fantasmaient tous les stratèges alliés. Éric Branca, qu'est-ce que cela dit justement du rapport des forces en présence à ce moment-là ? Le rapport de force était extrêmement tendu. Depuis le mois de mars, Staline, comme vous le disiez, soupçonnait Roosevelt, parce qu'il avait des renseignements. Et il n'y avait évidemment pas de pourparlers pour une paix séparée, mais il y avait des indices qui l'alertaient, notamment le général Galland, qui était le chef de la Luftwaffe de l'armée de l'air à réaction. Vous savez que les Allemands étaient très en avance sur l'aviation de chasse à réaction, et Galland est allé dans le camp américain et a proposé de mettre toute la chasse allemande à réaction au service des Américains pour se retourner contre l'Est. Staline l'a su au mois de mars 1945. Et donc, il a monté tout un scénario en disant, voyez, c'est pas possible, il me faut des engagements. Il y a eu une correspondance avec Truman qui venait de succéder à Roosevelt, qui était mort en février. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Roosevelt a a accepté que les Soviétiques puissent entrer les premiers à Berlin, pour donner quitus et pour montrer qu'il n'y avait pas de négociation. Luc-Antoine, vous racontez dans le dernier numéro du Figaro, série justement consacrée à la chute 1945, que Churchill en a voulu à Roosevelt d'avoir accepté cela. Beaucoup. Depuis des mois, avec notamment ses généraux, avec Montgomery, etc., il souhaitait que les alliés de l'Ouest aillent jusqu'à Berlin et qu'ils ensuite peut-être même combattent l'influence communiste sur l'Europe. Il trouvait Roosevelt presque naïf à son goût. Dès Yalta, il a commencé à se méfier de ça, etc., même dès avant sans doute, à tel point que d'ailleurs Churchill n'est pas allé aux funérailles de Roosevelt et qu'on a mis parfois sur le compte de ce différend, son absence. On ne sait pas vraiment la raison, mais voilà, Churchill en a voulu beaucoup aux Américains. Il ne pouvait évidemment pas décider à leur place. Il s'est rangé derrière eux, mais après, il a dénoncé lui-même le mur de fer qui s'est abattu sur l'Europe, le rideau de fer. Xavier Hommage, sur cette séquence, cette très courte séquence, ces quelques jours, j'imagine que là aussi, les archives sont foisonnantes. Oui, et j'aimerais revenir également sur un élément central autour du 8 mai, c'est
également le moment où la population française va commencer à découvrir l'horreur des camps nazis, les massacres, etc. On a le retour des absents qui commence à s'opérer, donc déportés, PG, requis au STO. Et en juin 1945, et là nos archives sont riches, notamment de catalogues d'expos, toujours sur ce sujet, notamment l'expo Crime hitlérien en juin 1945. 5 millions de Parisiens vont pouvoir aller dans cette exposition qui était interdite aux moins de 16 ans. Et l'été 45 est également, et là on a beaucoup de photographies, de clichés pris sur des lieux de cérémonie. C'est l'été où le premier au cours duquel les Français peuvent librement commémorer les victimes des combats et massacres, donc non seulement de la période de l'occupation, mais également de la libération, et se souvenir des crimes commis pendant l'occupation. Donc en juin 1945, ça sera bien sûr les 1 an d'Oradour. On aura également en juillet les 3 ans de la rafle du Veldiv et des cérémonies qui vont être mises en place un petit peu de partout en France, dans les différents cimetières, pour les victimes notamment à la fois civiles et les fusillés de la résistance. La libération de Paris, je l'ai évoqué tout à l'heure, a eu lieu plusieurs mois plus tôt. Est-ce que l'on sait, Nicolas Bernard, justement, dans quel état se trouve Paris à ce moment-là, le 8 mai 45, 7-8 mai 1945 ? Paris a bénéficié d'une libération non coûteuse, parce qu'à la même époque, à l'été 1944, pour le coup, je fais un bond en arrière, Varsovie, qui également s'insurge contre l'occupant nazi, elle va être rayée de la carte. Paris va être libéré par l'action conjuguée de la résistance et de la 2e division blindée avec l'accord des Américains, ce qui va éviter à la capitale française de subir des combats de rue, d'être totalement dévastée. Il y aura quand même des bombardements allemands. Je crois que des V2 vont être lâchés sur Paris au cours de l'été. Mais en 1945, Paris est une des capitales qui a survécu à la guerre. Simplement, la pénurie continue. Le rationnement va s'étendre plusieurs années. Il va durer jusqu'en 1949, si ma mémoire est bonne. Et Paris, donc, va fêter le 8 mai 1945, mais dans un contexte quand même de pénurie qui alimente déjà une certaine forme de mécontentement. L'espoir se concrétise, mais malgré tout, les lendemains ne chantent pas encore tout à fait. Avec tout de suite cette bataille stratégique qui se met en place très très rapidement entre les deux fronts, ouest et est. Éric Branca, les choses en réalité sont allées très très vite. Ah oui, elles sont allées très vite après la libération de Paris, jusqu'à l'affaire d'Arnhem dont je le parlais, et jusqu'à la contre-offensive des Ardennes. Et puis pour la France, ce qui a été très important, c'est que De Gaulle n'a pas abandonné Strasbourg devant l'offensive des Ardennes, comme le lui demandait Eisenhower. Il a conservé Strasbourg pour pouvoir passer le Rhin, et une fois le Rhin passé, conquérir une zone d'occupation en Allemagne qui nous a permis d'être à la table des vainqueurs. Ça a été ça la manœuvre stratégique, politico-stratégique de la fin, qui a été vraiment un chef-d'œuvre de Gaulle, prendre des gages territoriaux en Allemagne pour pouvoir peser et être présent non seulement à la table de vainqueurs, mais finalement au Conseil de sécurité de l'ONU. Car sans cette zone d'occupation en Allemagne, nous ne faisions pas partie des 4 vainqueurs, même si nous étions le plus petit. Et vous racontez d'ailleurs dans votre dernier livre que, en réalité, la France aurait pu, elle aussi, avoir un démantèlement presque qui lui aurait en tous les cas été beaucoup moins favorable. Qui n'ont pas duré longtemps. Oui. La vraie menace, c'était l'Amgot, l'occupation militaire du territoire français, au même titre que l'Allemagne ou l'Italie. Ça, De Gaulle a été prévenu très tôt, c'était une course de vitesse entre les commissaires de la République issus de la résistance, là encore merci Jean Moulin, parce que les commissaires de la République sont arrivés avant les administrateurs américains qui étaient chargés de valises pleines de billets drapeaux, de monnaie qui ne valait rien et qui auraient remplacé le franc. Et ça s'est joué en quelques jours. Luc-Antoine ? Oui, c'est parce qu'effectivement, on est à cette époque-là dans un contexte dès juin-juillet 1944 d'épuration sur le territoire national. Et donc cette peur de l'anarchie, voire de la contagion communiste, inquiète beaucoup les Américains. Et c'est pour ça qu'ils prévoyaient, ils avaient des administrations un petit peu, pas sur mesure, mais voilà, faites génériques pour gérer la France en cas de problème. Et c'est là-dessus que les mouvements de résistance ont montré leur union, ont montré la capacité à gérer le territoire avec ces fameux commissaires de la République, et tout de suite à reprendre une forme de souveraineté. Nicolas Bernard, justement, la résistance va s'organiser ensuite très très rapidement vers ensuite le gouvernement provisoire de la République française. Oui, en 1944, au moment du débarquement,
il y a une effervescence nationale, hein, avec énormément de gens qui rejoignent le maquis. Ça se faisait déjà depuis 1942 avec tous ces jeunes qui fuyaient le service du travail obligatoire qui prévoyait d'expédier toute notre jeunesse et nos catégories actives en Allemagne pour l'effort de guerre nazi. Mais en juin 1944, vous avez des maquis qui se renforcent considérablement avec une ambiance de prise de la Bastille, hein, presque, hein, véritablement un enthousiasme au sein des Français. Enthousiasme qui, toutefois, va être assez vite douché parce que l'occupant nazi effectue plusieurs frappes terroristes pour justement calmer le jeu. Notamment, le 10 juin 1944, la 2e division blindée SS Das Reich va raser le village d'Oradour-sur-Glane, dans le sud-ouest, hein, dans le Limousin, à quelques kilomètres de Limoges, pour précisément couper l'herbe sous le pied de la résistance et dissuader par la terreur les Français d'entrer en résistance. Épisode évidemment dramatique auquel d'ailleurs vous consacrez un livre. Éric Branca, on s'interrogeait tout à l'heure sur justement la résonance de cette date, ce 8 mai 1945, plus généralement sur la Seconde Guerre mondiale dans l'imaginaire collectif. Ce qui est certain en tous les cas, c'est que la recherche continue, on continue de faire des découvertes, en tout cas de documenter cette période, et vous en êtes le témoin d'ailleurs avec votre dernier livre. Oui, absolument. Il y a des aspects qui apparaissent. Alors, la recherche allemande est parfois plus dynamique que la recherche française. Par exemple, il y a un universitaire allemand qui s'appelle Rainer Klarsch, qui a découvert il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, que les Allemands avaient mis au moins une midi-bombe atomique, qui a été testée, qui aurait été une bombe tactique qui n'aurait évidemment rien changé au cours de la guerre. Et ça s'est fait dans des conditions absolument atroces sur un camp de déportés à Ohrdruf, en Thuringe. Ça a été, alors ça, c'est absolument prouvé. Ça a été occulté pendant très longtemps. Les archives soviétiques se sont ouvertes. Et puis surtout, on a fait des relevés radiologiques sur le site d'expérimentation. Voilà, ça fait partie des choses un peu nouvelles. On continue de découvrir. Même si ça a 10 ou 15 ans, mais on en parle très peu en France. Xavier Hommage, on n'a pas encore tout dit, on n'a pas encore tout découvert sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, on doit assister quand même, je dois le signaler, à une baisse de la recherche. Oui. Je travaille au musée depuis une trentaine d'années et c'est vrai qu'on constate au fil des ans le nombre diminue, le nombre de chercheurs. En revanche, on a des véritables découvertes, notamment, on a beaucoup parlé l'année dernière lors de l'entrée de Missak et Mélanie Manouchian au Panthéon de l'histoire de ce groupe des 23 et un fonds d'archives, le fonds Justin Godard, nous conservons au musée. Donc Justin Godard est un des 80 à refuser les pleins pouvoirs à Pétain en juillet 1940 et radical socialiste, il est le premier maire de Lyon à la Libération et il va être un des promoteur de cette mémoire-là dès le mois de septembre 1944. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et il va être aidé dans ce travail-là par un juif résistant, David Diamant, et permettre de commencer à promouvoir cette mémoire-là, qui ensuite va, au fil du temps, parfois s'éclipser pour revenir dans les années 60 et bien sûr 2024 lors de l'entrée au Panthéon. Voilà, donc on découvre sans cesse des nouvelles pièces et l'entrée de nouvelles archives nous permet également de faire des découvertes, mais comme je vous dis, on a de moins en moins de chercheurs, on constate au fil des années. Marie de Wavrin, des archives, j'imagine que vous en avez et que vous êtes d'ailleurs peut-être parfois sollicité par des musées pour faire don de certaines archives. Oui, alors justement, on a fait don de toutes nos archives en fait l'année dernière au service historique de la Défense. Les archives étaient chez mon grand-père, puis chez mon père qui est décédé l'année dernière, et j'ai décidé de les donner avec ma famille au service historique de la Défense, où sont les archives du BCRA. Donc c'était assez logique pour nous de les mettre au service historique de la Défense. Les archives papier, j'entends, où il y avait des plans du débarquement. Enfin, il y avait, c'est vrai, des archives un peu inédites qu'on a d'ailleurs exposées à l'Assemblée nationale l'année dernière pour le 80e anniversaire du débarquement. Et on a donné les archives, les objets, en fait, de mon grand-père à la DGSE, puisque le BCRA est vraiment l'ancêtre de la DGSE, oui, et que la DGSE affiche vraiment son ancrage dans l'histoire du BCRA. Donc on a donné notamment une bague dans laquelle il avait caché sa pilule de cyanure qu'il avait utilisée pendant la fameuse mission Arquebus-Brumaire, Arquebus pour Passy et Brumaire pour Brossolette. Et donc c'était très émouvant de voir ces objets qui sont maintenant gardés à la DGSE et les archives qui sont
papier qui sont disponibles pour l'ensemble des historiens au service historique de la Défense. Et ce sera ma dernière question. Quel est votre souhait, justement, quel serait votre souhait pour que cet esprit de la libération qui, plus que jamais, évidemment, animait votre grand-père, eh bien, pour qu'il perdure dans notre société ? Je pense, moi, ce qui m'a animée, c'est vraiment, et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'inspirer les nouvelles générations. Moi, j'ai des enfants et quand ils étudiaient cette période, j'avais vraiment envie de leur transmettre ces valeurs-là, de courage, de combativité. Donc moi, je pense que si on peut effectivement inspirer les nouvelles générations, c'est mon souhait le plus cher. Merci beaucoup, merci à tous les 5, merci pour ces éléments, pour ces témoignages. Je renvoie évidemment vers vos différentes publications et tout particulièrement, bien sûr, au dernier numéro du Figaro hors série, disponible évidemment en kiosque 1945, La Chute, dans lequel vous avez bien évidemment contribué. Cher Luc Antoine, merci beaucoup. On continue de parler des commémorations du 8 mai en cette année, marquée donc par le 80e anniversaire de la Libération. Le musée de l'Armée aux Invalides consacre une exposition aux artistes et aux intellectuels qui ont choisi l'exil pour y mener un combat culturel intense dès le début d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale. On en parle tout de suite avec le commissaire de l'exposition. Et j'ai le plaisir de vous accueillir, Vincent Giraudier. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Soyez le bienvenu. Vous êtes chef de l'historial Charles de Gaulle et donc co-commissaire de cette exposition. Ça s'appelle Un exil combattant, les artistes et la France, 1939-1945. Exposition à retrouver jusqu'au 22 juin au musée donc de l'Armée. C'est aux Invalides, bien évidemment. Avec d'ailleurs une nocturne le vendredi soir jusqu'à 22h. C'est donc ce vendredi parce que c'est le premier vendredi du mois. Il était, j'imagine, assez naturel pour vous, pour le musée de la Libération, de consacrer une exposition à la Libération cette année, mais vous avez choisi d'aborder ce thème à travers l'angle de l'art, l'angle de l'écriture, l'angle de la culture. Pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? Alors tout d'abord, nous réalisons depuis 2020 au moins une exposition par an sur la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que nous avons suivi le cycle de commémoration. Donc nous avions réalisé, malheureusement avec le Covid, elle n'a été ouverte que quelques semaines au public. Nous avions réalisé une grande exposition sur l'année 40. Et puis, depuis 2021, nous réalisons chaque année une exposition sur les forces françaises libres, sur l'action des forces françaises libres, de toute cette série des combats oubliés. Nous avons commencé avec l'Érythrée donc en 2021, et nous venons d'ouvrir une exposition sur les derniers combats tenus dans les Alpes, au dernier moment de la guerre, en avril 1945. Et ces mois-ci, vous avez décidé de vous intéresser aux artistes. Exactement. Alors, cette exposition, Un exil combattant, fait suite à la grande acquisition que nous avons réalisée avec le soutien exceptionnel du CIC, l'acquisition du mobile Friends Forever d'Alexander Calder. C'est une œuvre extrêmement intéressante. C'est l'une des grandes œuvres engagées d'Alexander Calder, et qui est réalisé à Washington en octobre 1942 au profit de la France libre, au profit du général de Gaulle. Et oui, parce qu'il faut dire que la production culturelle des artistes français, notamment aux États-Unis, était foisonnante pendant la guerre. Exactement. C'est les travaux que nous avons menés pour cette acquisition nous ont amené à réaliser l'ampleur de l'action culturelle. Cette action culturelle menée depuis l'exil, mais aussi depuis la Grande-Bretagne, mais aussi depuis les territoires ralliés au général de Gaulle. Et nous avons donc fait le choix d'une entrée par zone géographique. Et donc nous sommes à la fois à Londres, à Brazzaville, à Alger, à New York, et puis dans le monde entier, puisque partout dans les territoires neutres et alliés, il y avait des comités de Gaulle, des comités de la France libre. Ce que montre cette exposition, c'est qu'il y avait quelque part plusieurs manières de combattre. Vous avez appelé cette exposition l'exil combattant. Quel rôle justement ont joué les artistes au service de la liberté, au service de la France libre ? Alors il y a eu des actions très différentes. Alors parmi eux, vous avez des combattants au sens premier du terme. Alors ce sont soit des artistes qui se sont engagés pour combattre. C'est le cas de Jean Gabin, par exemple. Jean Gabin était déjà une star. Il part à Hollywood pour ne pas tourner au service de l'occupant. On sait que, malheureusement, durant la Seconde Guerre mondiale, l'activité cinématographique en France a été très foisonnante et très riche. Très touchée, oui. Et Gabin, lui, ne voulait pas tourner pour les Allemands.
Et il est parti très tôt à Hollywood, il a fait des films qu'il qualifie lui-même d'alimentaires, et il veut combattre, et en fait, il va s'engager dans la 2e DB et participer au dernier combat au sein de la division du général Leclerc. On parlait tout à l'heure du devoir d'histoire ou devoir de mémoire. Les artistes y occupent une place très très importante. Alors, au-delà du combat militaire sur le terrain, il y a le front de l'arrière, et puis il y a tout ce que l'on appellera après-guerre le soft power, c'est-à-dire les enjeux, on le voit bien aujourd'hui, dans ce qu'on appelle même les guerres hybrides. Il y a 1000 façons de faire la guerre, et face à un gouvernement de Vichy qui avait tout un réseau d'ambassades, tout un réseau d'ambassades, de consulats dans le monde entier, il était important de mobiliser les bonnes volontés des artistes, des intellectuels, dans tous les pays neutres et alliés pour montrer qu'il y avait une autre France, la France qui continuait la guerre, la France du général de Gaulle. Alors justement, vous donnez dans cette exposition évidemment des exemples concrets. Qu'est-ce qui va permettre d'illustrer la résistance justement des artistes exilés pendant la Seconde Guerre mondiale? Il y a des affiches, il y a des manuscrits de partitions, il y a des instruments de musique également dans cette exposition. Tout à fait. En fait, les artistes s'engagent. Alors, c'est au-delà des artistes d'ailleurs. C'est vraiment le combat de l'esprit. Donc, ce sont les artistes, les intellectuels, les scientifiques. Bon, alors, parmi les scientifiques, vous invitez parler tout à l'heure de l'enjeu du nucléaire. Les physiciens français, une partie des physiciens français s'exilent et vont participer à l'effort de recherche dans la branche britannique du projet Manhattan. Vous avez aussi la création d'une université libre en exil à New York, avec des gens comme Henri Laugier, qui est le premier directeur du CNRS, CNRS créé donc, par le Front populaire juste avant la guerre. Henri Laugier s'exile et va contribuer à la création de cette université en exil. Vous avez aussi parmi eux des gens comme Claude Lévi-Strauss, qui va c'est quelque chose de très important dans son parcours de scientifique, puisqu'il va d'abord partir par ces navires que Vichy laisse exfiltrer, ces indésirables, pour reprendre les termes de l'époque, via la Martinique, où il va rencontrer Aimé Césaire, et puis ensuite il va rencontrer dans les universités américaines les anthropologues américains, et ça va vraiment marquer sa future carrière. Je parlais tout à l'heure de musique, vous avez également exhumé le manuscrit original du Chant des partisans de Maurice Druon et Joseph Kessel. Est-ce qu'on sait, d'abord, comment avez-vous retrouvé ce manuscrit, comment l'avez-vous acquis, et puis est-ce qu'on sait dans quelles circonstances il a été écrit? Alors en fait, ce manuscrit était connu, il fait partie des collections du musée de la Légion d'honneur, qui nous a fait l'honneur de nous le prêter pour l'exposition. Est-ce qu'on connaît l'histoire de ce manuscrit? Oui, tout à fait. En fait, c'est Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui était donc commissaire à l'intérieur, donc le chef du mouvement Libération, qui avait été exfiltré, comme la plupart des grands chefs de réseau. Et dans le cadre de la volonté du général de Gaulle de créer l'unité de la France au combat par l'Assemblée consultative et puis un gouvernement d'union, enfin le Comité français de la libération nationale, qui va devenir le GPRF. Emmanuel Dastier de la Vigerie suggère qu'il y ait un chant, parce qu'il dit que c'est ce qui va unifier en fait les combattants. Et donc sur une musique d'Anna Marly. Anna Marly est une volontaire des services de la France libre, puisque la France libre est la première à créer des unités militaires féminines, et Anna Marly fait partie de ces unités militaires. Et donc Anna Marly, qui est une Russe blanche, compose un hommage à son pays d'origine, un chant dédié aux partisans soviétiques. Et cette musique va servir de base. Et c'est Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon, qui viennent de quitter la résistance et la France occupée pour rejoindre les forces françaises libres, qui vont rédiger ce manuscrit que vous pouvez voir dans l'exposition. Et puis vous avez aussi dans l'exposition le laissez-passer d'Anna Marly. Et puis vous avez aussi sa guitare qui nous est prêtée par le musée de l'Ordre de la Libération.
Alors, effectivement, et on l'a évoqué, donc plusieurs artistes, Fernand Léger, Jean Gabin, vous en avez parlé, Romain Gary, Paul Éluard, beaucoup d'autres encore, qui ont écrit, qui ont produit un certain nombre d'œuvres des quatre coins du monde, là aussi, vous l'avez dit, les États-Unis, mais également le Maroc, Londres également au Royaume-Uni. Comment expliquez-vous cette immense diversité d'œuvres, justement, que vous exposez dans cette exposition? En fait, c'est tout simplement la diversité de la liberté de création. Y compris pendant la guerre. Y compris pendant la guerre. Ce qui différencie en fait la France libre, qui se veut la descendante de la France républicaine et qui s'inscrit dans les pas des valeurs de la République, c'est que contrairement aux nazis qui veulent imposer des normes en termes d'art et de culture, la France libre laisse une totale liberté à ses créateurs. Et c'est important parce que la culture française a continué de s'exprimer dans les territoires de la France libre ou dans les territoires, par exemple, aux États-Unis. Comme elle a aussi continué en exil. Nous avons fait le choix de ne pas rappeler, puisque c'est beaucoup plus connu, je pense entre autres à l'exposition qu'il y avait eu il y a quelques années sur l'art en guerre. On sait, et ça a été plusieurs fois au programme du Concours national de résistance déportation, on connaît l'importance de la résistance intellectuelle dans la résistance intérieure. Elle fait partie intrinsèque de la résistance intérieure. Ce que nous avons proposé dans cette exposition, c'est de montrer que ce qui s'est passé dans la résistance intérieure, c'est aussi produit dans ce qu'on appelle les résistances extérieures, et donc la France libre. Et ce foisonnement artistique, culturel a continué de s'exprimer après la guerre, évidemment. On ne compte plus d'ailleurs les livres, les films qui sont sortis, les films certains cultes d'ailleurs, et beaucoup d'ailleurs sur le ton de l'humour. Comme si on avait eu besoin d'exprimer un certain nombre de vécus, un certain nombre de choses, justement, par le biais de l'art, et parfois, et dans plusieurs cas, dans le cas de l'humour. Alors l'humour a été utilisé pendant la guerre par les Français de la BBC. Il se trouve que plusieurs, j'allais dire, journalistes des radios privées ont rejoint la France libre. Je pense à des gens des humoristes de l'époque, comme Pierre Dac. Et ils ont utilisé l'arme de l'humour, l'arme du détournement de chansons populaires pour rendre l'écoute de la BBC attrayante. Voilà. Ils ont fait le choix de ne pas tenir... Alors il y avait des discours sérieux évidemment, c'était très sérieux derrière bien sûr, mais ils font plusieurs choix. Ils font le choix de l'honnêteté du discours, c'est-à-dire que quand les Français qui écoutent la BBC savent que quand malheureusement il y a une défaite, la BBC va l'annoncer et ne va pas tricher. Et donc quand il y a une victoire, cette victoire, elle est sans doute réelle. Et puis ils vont aussi utiliser cette arme de l'humour. Il y a toutes les chansons, vous pouvez en écouter quelques-unes dans l'exposition. On prend toutes les petites comptines pour enfants, on les détourne, ou aussi on invente des slogans comme le fameux Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Très rapidement, vous avez utilisé tout à l'heure un terme, ce qui est important, Vincent Giraudier, le terme de soft power, le soft power américain qui s'est évidemment exprimé en particulier après la guerre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu de la même manière un soft power français? Il y a eu une tentative, tout à fait, effectivement, de montrer que la France continue, que la création continue, que la culture française, malgré la défaite, reste une grande culture, mais au service surtout d'une cause universelle. Et je terminerai par un exemple, l'action de René Cassin. René Cassin n'est pas simplement le commissaire, donc le ministre de la Justice du Comité national français, il a aussi la casquette de l'instruction publique, et donc de l'éducation. Il siège à ce titre au sein du comité des États, des ministres de l'éducation alliés. Et ce comité est à l'origine de l'UNESCO,
qui d'ailleurs a son siège à Paris. Merci beaucoup. Et qui va être à l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un exil combattant les artistes et la France 1939-1945, c'est l'exposition événement que vous organisez au musée de l'Armée aux Invalides. C'est à ne pas manquer évidemment pour tous les férus d'histoire et en particulier de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Vincent Giraudier, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Le replay est disponible d'ici quelques instants sur lefigaro.fr. Bienvenue en Ile-de-France revient demain. Je vous souhaite une excellente soirée sur Le Figaro TV.